Chers amis, comme promis lors de ma dernière prestation en ces lieux, je reviens vous entretenir une fois de plus sur les livres intitulés Les Mobutu que j'ai connus, livre dont l'auteur n'est autre que Dominique Huget qui s'estimait dans ce témoignage avoir été un proche de Mobutu, son confident, voire son convive privilégié. Il termine son livre par une postface que je trouve intéressante et bien plus importante au point que je ne peux me passer de vous en faire part. C'est dans cette postface que Dominique Huget se pose une question sur Mobutu, question que chaque compatriote devrait se poser et y répondre à un moment, à savoir, que penser de Mobutu? Chaque compatriote qui a suivi ma dernière prestation ou qui a vécu l'époque de Mobutu ou encore qui a lu sur lui a une réponse. L'auteur du livre a pour sa part une réponse qu'il exprime en âme et conscience, en toute sincérité, bien qu'à contre-cœur certes, mais il y répond en toute honnêteté intellectuelle. Pour lui, et il le dit clairement, Mobutu était le produit manipulé de la CIA, un produit utile dans l'Occident en guerre froide. Aussi, et ceci est très important, Mobutu était la conséquence de la politique coloniale belge. Il veut dire par là que si la Belgique avait bien mené sa politique de décolonisation du Congo, il n'y aurait pas eu les émeutes du 4 janvier 1959, Patrice Emery Lumumba n'aurait pas été assassiné et Mobutu ne serait jamais devenu dictateur. À son avis, la Belgique porte sa part de responsabilité dans l'échec de la décolonisation aux conséquences durables, voire perceptibles jusqu'à nos jours. Certes, il ne manque pas dans son livre de reconnaître les visionnaires parmi les hommes politiques belges de l'époque sur les dossiers de décolonisation du Congo, mais beaucoup étaient peu clairvoyants, hésitants pour ne pas se rendre compte que le Congo ne pouvait rester longtemps une colonie à l'abri du vent irréversible de l'indépendance en provenance de la conférence de Bandung de 1955 en Indonésie, où certains dirigeants africains et asiatiques se retrouvèrent pour affirmer le non-alignement et l'autodétermination. Ces vents n'avaient tardé à atteindre l'Afrique où en 1958, en décembre 1958, les leaders africains se retrouveront à la conférence d'Accra à l'initiative de Kwame Nkrumah pour appeler à s'unir et à libérer leur peuple. D'aucuns vont jusqu'à penser que la conférence d'Accra était même le chemin de Damas de Patrice Lumumba, lieu de son grand éveil politique et aussi lieu de sa révélation en tant que leader prometteur de la cause africaine. Pour Dominique Huget, la Belgique aurait réussi la décolonisation du Congo par une transition politique ouverte au partage du pouvoir avec les Congolais dans les institutions, les administrations et les sociétés de la métropole et de la colonie, ou par la création d'un réservoir de Congolais capables, intelligents, compétents des 6 provinces comme premier noyau à intégrer dans une structure ou une institution transitoire pour collaborer étroitement avec le gouvernement belge et c'est en guise de préparation à l'indépendance. La Belgique aurait fait d'amender sa constitution et permettre aux Congolais d'accéder à son parlement à l'instar de la France à l'égard de ses colonisés d'Afrique. La Belgique aurait formé les officiers supérieurs et les officiers généraux. La Belgique aurait fait de créer une élite professionnelle, exiger la création des partis politiques à vocation nationale, décourager la tribalisation de la vie politique et prévenir des sécessions. La Belgique aurait pu former une élite universitaire sans tarder et cela aurait été possible dans les années 30-40, bien avant la création de l'université de Lovanium à Léopoldville et l'université d'Elisabethville au Katanga.
Selon Dominique Huget, la Belgique avait échoué la décolonisation du Congo à cause de son état d'esprit colonial et sa peur de créer des concurrents. Un jeune intellectuel belge n'avait-il pas avoué cette peur à Pierre Harmel, ministre des Affaires étrangères d'alors, en ces termes: que deviendrons-nous si le Congolais devenait intelligent? Attendez par là, s'il devenait indépendant, compétent par la formation. Dominique Huget pointe ce qu'elle qualifie de naïveté désarmante de Gaston Esquens, alors Premier ministre, qui était convaincu que l'indépendance n'allait être qu'une simple formalité, partageant ainsi une même conviction avec le général Émile Janssens, qui croyait qu'après l'indépendance allait être égale à l'avant l'indépendance, que l'homme congolais allait rester docile et bon enfant. Mais le temps a fini par démontrer que c'était une erreur fondamentale d'avoir pensé ainsi. Dans ce contexte d'échec de la décolonisation, Dominique Huget a tendance à vouloir faire passer Mobutu comme étant le moindre mal, lui qui pensait qu'après lui viendrait le déluge. Cette tentative de dédouanement de Mobutu est peu convaincante. Sur ce point, Dominique Huget ignore ou feint d'ignorer que les chaos congolais d'avant et d'après Mobutu ne sont que l'effet des confiscations du pouvoir du peuple par les puissances, les groupes d'intérêt et le multinational. Tel était le cas avant l'imposition de Mobutu au Congo et après son renversement. Les chaos à la chute de Mobutu étaient prévisibles, car la paix et l'unité du Congo ne dépendaient pas de lui, mais plutôt des impératifs et agendas de ses protecteurs qui, en les chassant du pouvoir, ne pouvaient s'empêcher de créer un autre chaos post-chute du mur de Berlin, de rebattre les cartes en vue de pillage et de balkanisation. Mobutu savait par ailleurs que la fin d'un dictateur est souvent chaotique. L'histoire est là pour l'illustrer. La disparition d'Alexandre le Grand vit son empire se disloquer entre ses généraux devenus concurrents et ennemis jurés, à la seule différence qu'Alexandre le Grand n'avait pendant son règne ou de son vivant aucune autorité étrangère au-dessus de lui comme l'était Mobutu au contraire. Au début des années 90, il n'était un secret pour personne qu'il existait un scénario d'implosion du Congo, alors Zaïre, lequel scénario concocté par les officines qui a fini par se traduire par des guerres d'agression auxquelles Mobutu, encore vivant, ne pouvait rien, parce qu'il n'était pas, au fond, le maître de la politique au Congo-Zaïre et qu'il ne détenait qu'un pouvoir lié. Chers amis, c'est sur ce point que je soumets à votre réflexion que je termine avec Dominique Huget et son livre « Les Mobutu que j'ai connus ». J'envisage de revenir vers vous très prochainement avec un sujet aussi intéressant, le conflit dans la crise congolaise entre Patrice Lumumba et Dag Hammarskjöld, secrétaire général de l'ONU, dont les circonstances de sa mort à Ndola, le 18 septembre 1961, n'ont jamais été élucidées. J'ai également le nouveau livre de Susan Williams à vous présenter, sans oublier le dossier de rapatriement des reliques de Patrice Lumumba, dont le traitement fait l'objet de négligences et de sabotage à la présidence de la République. J'y reviendrai pour vous en exposer les raisons. Ces dossiers attirent déjà l'attention des panafricanistes de toutes les nationalités regroupées aujourd'hui au sein d'une large plateforme dénommée Eshima Kwa Lumumba Okito Impolo, qui envisage de dénoncer à l'échelle planétaire cette négligence et sabotage dans les prochains mois par des campagnes de dénonciation. Merci de m'avoir suivi avec beaucoup d'attention et de patience. Encore une fois de plus, merci et à très bientôt.